Imaginons 2 minutes. Vous êtes sur Internet, en train de glander sur Facebook ou un forum quelconque, et vous faites un nouvel ami. Vous discutez avec, et quelques temps plus tard, vous vous rendez compte qu'avant, vous votiez pour Éric Zemmour, et là, maintenant, vous êtes prêt à voter pour Sandrine Rousseau. Ou inversement, vous votiez pour Sandrine Rousseau, et là, après avoir discuté avec ce nouveau pote, vous votez Éric Zemmour ou Macron. Alors évidemment, vos amis, votre famille, tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a torturé, on a kidnappé tes enfants. Et non, en fait, vous avez vu la lumière, vous avez compris, vous avez enfin compris. Bon, on n'en est pas encore là, évidemment, mais récemment, parmi toutes les news qui circulent sur les IA, il y en a des tonnes tous les jours. Souvent, c'est sur le nouveau record de puissance, ceci, cela. Mais la nouvelle que j'ai trouvée vraiment la plus intéressante de toutes, bah, c'est celle-ci. Ils ont fait passer des tests de persuasion à GPT-4, en l'occurrence. Il y a eu plusieurs tests qui ont été faits. Et il s'est révélé que GPT-4 était beaucoup plus persuasif que des humains. Alors on n'en est pas bien sûr encore à nous faire changer de parti politique comme ça, pour un oui ou pour un non, mais il ne faut pas oublier que ce sont des bébés IA, hein. Donc leur pouvoir de persuasion ne va faire qu'augmenter. Alors je vous vois venir, vous avez sûrement la même réaction que moi, en tout cas par réflexe, hein. Ça y est, les IA vont nous mettre en esclavage, et c'est parti, encore on a mis les pieds, comment on peut échapper à tout ça, ou alors c'est ouais non, de toute manière moi les IA ne m'auront pas. Et donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et on va essayer d'être un peu méthodique. Il va falloir essayer de se poser les bonnes questions et on va regarder ce que ça risque de changer dans le monde. Évidemment, c'est spéculatif, hein. Et comment on peut appréhender cette situation et la gérer. Déjà à titre individuel. Consultant en nouvelles technologies, ainsi qu'instructeur de yoga et d'arts martiaux, je vous propose réflexion et pratique pour que nous accélérions ensemble vers l'humanité 3.0. Alors on va regarder un peu plus en détail cet article, hein. On va pas y passer 2 heures, mais il y a quand même des choses à ne pas louper dedans. Ils ont fait le test de comparer le pouvoir de persuasion de GPT-4 face à des humains. Donc on sait tous, je pense que les situations humains contre humains, en fait, ça a tendance plutôt à encourager les gens dans leurs opinions préalables. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire des débats, mais c'est vraiment l'immense majorité du temps, tout le monde se trouve renforcé dans ses positions initiales. Moi y compris, hein. C'est rare en fait qu'on évolue. Donc déjà, dans cette situation initiale, ils ont remarqué que ChatGPT faisait un petit peu mieux, 21% mieux, il faisait quand même un peu évoluer les opinions des gens. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ensuite, les chercheurs ont donné des informations sur les gens avec qui on discutait. Leur genre, âge, race, éducation, statut professionnel et orientation politique, avec des instructions spécifiques d'essayer de convaincre. Et là, en fait, ça a été pire pour les humains, mais par contre, ChatGPT a fait un bien meilleur score. Donc encore une fois, on est avec des bébés IA, quoi qu'on en dise, hein, et elles ne feront que s'améliorer. En plus, là, on est avec ChatGPT sur une interface texte uniquement. Et on a des IA à côté, hein, ça n'a rien à voir, ce sont d'autres projets qui commencent à savoir décrypter nos émotions. Donc imaginez ce qui sera possible avec juste le pouvoir de persuasion d'un chat GPT-5 plus d'autres IA qui vont se combiner et qui vont en même temps décoder nos émotions en temps réel. Vous imaginez bien que là, il va être possible de faire probablement pas mal de choses, hein, au niveau persuasion. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, il y a un autre groupe qui a fait une étude un peu du même genre. Et là, ils l'ont fait avec des conspirationnistes. Et je pense que c'est pas des gens faciles à convaincre à la base, hein. Donc là, ils ont noté une baisse des croyances conspirationnistes durables en plus. C'est très important. Ouais, ils disent ici, bon c'est un petit, il faut que vous me fassiez confiance, mais que l'effet n'a pas diminué 2 mois après. Alors ils ont mesuré, je ne sais pas comment, que les croyances conspirationnistes avaient diminué de 20%. Bon, ça me paraît un peu hasardeux ce genre d'affirmation. Il faudrait lire l'étude, voir si elle est sérieuse, mais je pense que de toute manière, c'est tout à fait plausible. Et quelque part, ça se comprend intuitivement. L'IA n'a pas d'affect. Elle cherche juste à répondre à la tâche qu'on lui demande. Donc elle va faire ce qu'il faut pour. Alors que nous, on a des affects, on cherche à défendre nos opinions. Et donc forcément, la personne en face, elle essaie de faire de même. Et une sorte de bataille d'ego, si vous voulez. Mais c'est un peu réducteur de dire ça, j'aime pas trop ce vocable-là, parce que, en fait, nos opinions, nous, on n'est pas des IA, on est des organismes vivants. Nos opinions, elles nous servent à vivre. Donc on ne peut pas changer d'opinion pour un oui ou pour un non. Et en plus, souvent, ça découle de nos expériences de vie.
Donc c'est pas foncièrement une mauvaise chose de défendre ses opinions. Ça dépend surtout de la manière dont on va le faire. Si on se met à mentir, ou à être de mauvaise foi, ou etc., bon ben là, évidemment, c'est autre chose. Bon, en tout cas, reprenons. A priori, les IA sont capables d'ores et déjà de nous influencer. Comme on l'a vu précédemment, dans certains cas, elles peuvent aussi nous manipuler déjà. Et donc à partir de là, il y a pas mal de questions à se poser. On va regarder, est-ce qu'on peut y échapper? Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Quel impact ça va avoir sur les entreprises, les religions, au niveau de la politique? Et aussi, est-ce que les IA peuvent s'influencer elles-mêmes les unes les autres? Et enfin, on discutera de ce que nous, à titre individuel, on peut faire là-dedans, dans ce nouveau paradigme ou système. En premier point, est-ce qu'on peut y échapper? Peut-être certains d'entre vous se disent, oui, bon, on va les repérer, les IA qui veulent nous convaincre, et puis, ou au pire, on va limiter notre usage d'Internet, et on ne se fera pas avoir. Ok, d'accord, mais le problème, c'est que c'est pas dit qu'on ait le choix. Déjà parce que peut-être que ces IA, elles vont s'immiscer un peu partout, que les médecins vont les utiliser, que les administrations vont les utiliser, les politiciens vont les utiliser, les journalistes vont les utiliser. Nous, on va voir les gens à la télé parler, mais peut-être qu'ils auront une oreillette qui leur diront quoi dire. Alors là, ok, c'est pas du dialogue d'une personne à une autre personne. Mais en fait, ça peut s'immiscer partout. Parce que si les IA savent persuader, des gens pourront utiliser ces IA. Ça ne sera pas que des IA en mode chatbot, en mode robot conversationnel, qui les utiliseront. Et puis en plus, si les gens autour de nous, ils changent d'opinion, si eux ne sont pas aussi prudents, comment on va se prémunir de ça? Parce que ça va être très difficile. J'exagère, je caricature, mais bon, imaginons, tous vos amis sont mélenchoniens, vous êtes mélenchonien, et puis là, tout d'un coup, ils commencent à basculer les uns après les autres, ils deviennent macroniens ou le péniste, et vous vous retrouvez tout seul. Faites quoi? Bon, j'exagère, hein, vous avez bien compris, mais l'idée, c'est de dire, c'est un peu comme le téléphone portable. Oui, certes, il y a toujours des gens qui sont réfractaires, mais au final, on y passe tous. Donc un outil comme ça, de persuasion, c'est à peu près sûr que ça va se diffuser dans la population d'une manière ou d'une autre. Donc ça me paraît difficile. Maintenant, il faut quand même modérer cette vision des choses. Déjà, là, on parle de convaincre dans une discussion. Il n'est pas question, dans ces tests-là, de passage à l'action. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est très connu en psychologie et en marketing, il y a une grosse différence entre convaincre quelqu'un et l'amener à agir. Donc peut-être qu'en fait, ce pouvoir de persuasion, il ne sera pas forcément si important que ça. Ceci dit, il y a très peu de chances quand même qu'il soit nul. Et déjà, les humains, et c'est un peu l'art des politiciens, des marketing et de plein de monde de convaincre les gens. Donc on y est sensible d'une manière ou d'une autre. Là, a priori, ça risque d'être décuplé parce que visiblement, je redis, hein, le point de départ, c'est que des IA, elles arrivent à convaincre des gens dans des situations où les gens n'y arrivent pas eux-mêmes. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Par exemple, ici, on a Brian Johnson, donc l'entrepreneur qui veut devenir immortel. Et lui, en fait, il explique aux gens, et dans ses conférences, dans ses interventions, qu'il a décidé volontairement de s'en remettre à l'IA, en fait, pour régler sa vie et sa biologie. Il le dit lui-même, hein, son esprit, son cerveau n'est pas très bon, en fait, pour gérer son corps, pour faire ce qu'il faudrait faire pour être en bonne santé. Toutes les bonnes habitudes qu'il faudrait avoir, se lever le matin de bonne heure, faire du sport à telle heure, manger telle et telle chose, se tenir à sa diète, etc. En fait, c'est difficile. Et lui, il a décidé de mettre tout ça dans les mains d'une IA qui allait régler un peu tous les détails de sa vie et qui lui dirait, ben là, ça serait bien que tu fasses telle chose à tel moment, etc., etc. Donc en fait, les IA, elles pourraient très bien nous manipuler dans de bonnes directions. On pourrait demander à une IA, ben, manipule-moi pour que j'arrête de fumer. J'y arrive pas, moi, j'ai tout essayé, j'arrive pas à m'auto-convaincre, et donc, persuade-moi. Ou bien persuade-moi que mes croyances limitantes, mes doutes, mes peurs et tout ça, ben, qu'en fait, elles me servent à rien et enlève-les-moi. Donc l'IA qui nous manipule, c'est un peu le coach ultime quelque part, si on veut, parce qu'on pourrait lui donner n'importe quelle instruction. Donc la question, c'est plus qui est derrière cette IA que l'IA en elle-même. Parce qu'évidemment que ce n'est pas du tout la même chose si c'est, je sais pas moi, un agent étranger qui vous persuade de commettre un crime que si c'est votre thérapeute. Donc ça, c'est quand même un énorme bémol, je trouve, hein, personnellement, à la théorie du « on va tous être en esclavage ». Ah non, en fait, on pourrait utiliser les IA qui nous persuadent précisément pour l'inverse, pour nous libérer de ce qui nous entrave, nous, à l'intérieur. Et ça, ça c'est pas mal, je trouve, franchement.
on n'est pas obligé de voir le verre à moitié vide. Maintenant, on va voir un peu l'impact que ça pourrait avoir dans le monde de l'entreprise. Donc tout de suite, on pense évidemment à la persuasion pour le marketing. Mais là, c'est pas la même chose. On parle de persuader des groupes de personnes, des masses. C'est peut-être pas forcément si simple que de persuader une personne. Et ça, c'était au contraire très difficile jusqu'à maintenant. Donc ce que ça pourrait changer, c'est éventuellement dans des négociations. Mais surtout, je pense, au niveau du recrutement et aussi pour conserver les gens. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, elles galèrent. Enfin, ça dépend des entreprises évidemment, mais il y a plein de domaines où la difficulté pour une entreprise, c'est d'éviter le turnover, que les employés y partent ailleurs. Donc là, les IA elles pourraient être utilisées par les RH pour persuader les gens qu'ils sont dans la meilleure entreprise. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'elles trouveraient, hein, mais je pense que mettre les pieds dans les entreprises qui utiliseraient les IA en interne, ça pourrait changer pas mal les choses. Alors évidemment, il y a toutes sortes de questions éthiques qui se posent. Est-ce que peut-être ça finirait par être interdit? Je ne sais pas. Ou est-ce que, si on sait que telle entreprise utilise les IA en interne, peut-être qu'on serait plus méfiant et qu'il y aurait un retour de flamme. Et d'ailleurs, on pourrait se demander si, en fait, les gens découvrent qu'ils sont manipulés, peut-être que c'est encore pire après coup. Mais visiblement, je reprends le papier de tout à l'heure, hein, les participants avaient l'air au courant de l'expérience à laquelle on les faisait participer. Donc ils étaient au courant que l'IA allait chercher à les manipuler, et pourtant ça a marché, si je comprends bien, hein. Et en fait, ça reste difficile à déterminer, parce qu'on ne sait pas vraiment jusqu'où les IA pourraient aller dans la persuasion. Peut-être qu'on est beaucoup plus manipulable qu'on ne pense, peut-être que c'est certaines catégories de population qui sont manipulables et d'autres beaucoup moins. Peut-être qu'on sera manipulable pendant quelques temps, et puis après on va s'adapter. On va comprendre comment ça marche, et finalement, on en revient à l'étape d'avant. Peut-être qu'on pourra nous-mêmes nous manipuler, nous démanipuler, nous remanipuler. Ok, en journée, on sera manipulé par l'entreprise, mais le soir, peut-être qu'on fera une session avec notre IA perso pour qu'elle vérifie qu'on n'a pas été trop manipulé et qu'elle nous remanipule dans un autre sens. Bon, c'est des nouveaux cerveaux là, hein. Donc ce que ça nous montre, ce qu'on peut en conclure déjà pour le moment, c'est que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une phase de nouveauté, de bouleversement, de changement des équilibres. Mais en soi, finalement, on a beaucoup d'incertitudes et c'est pour ça qu'il faut éviter les réflexes à l'emporte-pièce du genre « on va tous être en esclavage ». Et bien sûr, je ne dis pas non plus l'inverse. Je ne dis pas non plus que personne ne va pâtir de cette situation. Il va y avoir des bouleversements, il ne faut pas paniquer, il faut en tenir compte, se préparer. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, on va voir au niveau des religions. Je pense que ça va sans dire que ce genre d'outils va beaucoup intéresser les leaders religieux et les apologètes, ceux qui font la promotion de telle ou telle religion, ceux qui participent au débat. Et en fait, je vais vous surprendre, mais je pense que je vais vous surprendre, mais je pense que ce genre d'outils, les IA et leur capacité de persuasion, va probablement plus changer les religions elles-mêmes que les gens. Parce qu'en fait, tel que je vois la chose, finalement, les textes religieux laissent tous une grande marge d'interprétation. Et je pense que ce que je dis là, c'est assez intuitif, hein. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il y a certaines manières de persuader les gens qui vont fonctionner mieux que d'autres, certains arguments qui vont fonctionner mieux que d'autres, donc certaines interprétations qui vont se prêter mieux que d'autres à la persuasion. Et par voie de conséquence, ces interprétations-là vont attirer de plus en plus de monde. Et les autres vont se vider de leurs adeptes. Et peut-être même qu'au sein d'une religion, parce qu'il y a des débats entre les adeptes eux-mêmes, hein, il y a certains arguments qui vont être révélés ou utilisés plus souvent par les IA parce qu'ils fonctionnent mieux, ou certaines attitudes, et je pense que ça va influencer les religions de l'intérieur aussi. Tel que je le vois, souvent, les débats religieux, en fait, c'est beaucoup de confrontation, d'ignorance entre les gens, parce que c'est assez rare, somme toute, que les adeptes connaissent leurs textes sur le bout des doigts, qui connaissent les interprétations sur le bout des doigts, qui connaissent même l'histoire de leur religion sur leur bout des doigts. Et donc ça donne lieu à des discussions sans fin, parce qu'on ne peut jamais se mettre d'accord. Parce que c'est difficile d'avoir tout en tête et une vision d'ensemble. Mais si, quand il y a un désaccord, les gens décident de s'en remettre à l'IA. De dire, bon ben voilà, moi je vais présenter mon point de vue, toi tu présentes ton point de vue, puis on va laisser l'IA nous persuader pour qu'on finisse par être d'accord. Peut-être que, ça c'est pas abordé dans les papiers qui ont été faits actuellement, mais on pourrait aussi imaginer non pas juste une IA qui persuade une personne, mais une IA qui réconcilie deux personnes. Et je dis ça parce que
l'étude sur la persuasion des conspirationnistes, en fait, c'est difficile de répondre à des... C'est marqué dans l'étude, hein, c'est difficile de répondre à des conspirationnistes parce que, à cause du phénomène d'empilement argumentatif. C'est-à-dire que chaque conspirationniste est différent et est sensible à une liste d'arguments particulière. Et en fait, c'est très difficile en face de les connaître tous et de pouvoir répondre à tous. Mais l'IA, elle peut faire ça. Et apparemment, c'est pour ça qu'elle arrive à persuader les gens. Et d'ailleurs, dans le papier, ils expliquent que quand la croyance dans une conspiration diminue, ça fait diminuer par ricochet les autres conspirations. Si vous pensez que la Covid est une conspiration, que le 11 septembre est une conspiration, que, bon, je sais pas quoi est une conspiration, bah, si votre croyance elle baisse dans l'une, elle baisse aussi dans l'autre. Et les IA, en fait, elles peuvent répondre à ce phénomène d'empilement argumentatif. C'est-à-dire, si vous discutez avec quelqu'un qui pense que le 11 septembre est une attaque sous faux drapeau du Pentagone ou du Mossad ou je ne sais quoi. En fait, c'est très difficile à contrer. Parce qu'au final, il y a deux phénomènes qui se croisent. D'abord, on a plein d'incertitudes, objectivement, sur ce qui s'est passé. Pourquoi les deux tours se sont effondrées? Bon, personne n'est spécialiste de la construction d'immeubles. Donc on est obligé de faire confiance à d'autres spécialistes, mais qui sont eux-mêmes peut-être de mèche, etc., etc. Donc c'est très difficile. Et en plus, c'est toute une mosaïque. C'est-à-dire même si on enlève 2 ou 3 arguments, souvent il en reste 50, 100, 150 de choses qu'on ne sait pas expliquer. Donc au final, ça jette une suspicion qu'il est très difficile de dissiper. Mais l'IA, elle peut s'occuper de ça. Elle peut répondre à tous les arguments, tous un par un. Et en fait, dans le cadre religieux, bah c'est un peu pareil, parce qu'elle pourra sortir tous les passages des textes sur lesquels les gens discutent. Et donc, en plus de pouvoir persuader quelqu'un dans un sens prédéterminé, on pourrait aussi demander aux IA, je pense, hein, là j'extrapole un peu sur ces études, mais d'aider deux personnes à communiquer, à mieux se comprendre, voire même entre religions différentes. Là, ça serait encore plus, encore plus incroyable. L'œcuménisme en version décuplée, l'œcuménisme plus plus. Et au final, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va être copain avec tout le monde. Je n'en sais strictement rien. Mais ce que je pense, c'est que ça ne sera pas tel ou tel dirigeant politique qui va décider de la ligne interprétatrice, de la ligne directrice, et que après ensuite tout va suivre derrière. Non, je crois que ça va être l'inverse en fait. Qu'il va y avoir des phénomènes émergents, des dynamiques collectives, très difficiles à anticiper, mais que ça va changer les religions en elles-mêmes. Peut-être que ça va les séculariser, ou peut-être que ça sera l'inverse, peut-être que ça va les radicaliser. Alors ça, c'est vraiment très difficile à dire. Ça va dépendre aussi, à mon avis, de l'écosystème des IA. Si certaines religions sont assez puissantes pour se payer leur IA souveraine, ça leur permettra peut-être, en imposant leur propre IA à leurs ouailles, d'éviter ce phénomène de dérive. Bon, c'est là encore une fois, hein, comme dans les cas précédents, en fait, bon, c'est le problème d'une manière générale là, de la singularité, c'est qu'on ne peut plus rien prédire, si ce n'est que les choses vont changer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, donc, c'est d'essayer d'y réfléchir un minimum avant, pour après pouvoir observer les tendances et s'y adapter. Pour l'instant, ça ne se fait pas trop encore, mais ça pourrait être peut-être un créneau, je ne sais pas, à prendre, de faire non pas des dialogues avec les IA, mais plutôt des forums où deux personnes plus une IA peuvent discuter. Et où l'IA, elle intervient pour guider la discussion dans un certain sens. Donc ça va dépendre aussi des gens, de ce qu'ils veulent en faire de tout ça. Si les gens, ils ont envie de se réconcilier les uns avec les autres, ça pourra aider. Et si c'est l'inverse, ça pourra aider aussi. Ce qui nous amène au sujet suivant, la politique. Alors là, je suis tenté de croire que ceux qui n'auront pas accès aux IA, les partis politiques qui n'auront pas accès aux IA, ils vont vite se faire larguer. Donc à mon avis, la compétition va être encore plus féroce. Autant dans les religions, on peut imaginer que les gens essaient de se comprendre les uns les autres, autant au niveau de la politique, là, ça va être quand même plus compliqué. Hein. Je vois mal les politiciens se réunir autour d'une table avec une IA au milieu pour se réconcilier. Faudrait déjà que les IA les persuadent avant de faire ça. Bon, peut-être, pourquoi pas, mais et comment amorcer la pompe? C'est là où se pose la question. Donc a priori, j'ai envie de dire que les chances, c'est plutôt que ça augmente la polarisation. Alors encore une fois, je n'affirme rien ici, hein. Vous avez bien compris que c'est très spéculatif. On va tous découvrir ça au fur et à mesure que ça va se produire. Pour l'instant, les
journalistes, les analystes soupçonnent que ChatGPT ne sort pas GPT-5 justement pour ces raisons-là, pour ne pas influencer les élections. Parce que évidemment, tous les partis ne sont pas à la même enseigne. Ceux qui ont des gros moyens, les partis d'État actuellement notamment, forcément ont plus de moyens que les autres. Donc sortir l'IA, forcément, va profiter à ceux qui ont le plus de moyens. À moins de mettre en place des lois au préalable qui brident l'usage de ces IA ou qui l'interdisent dans les partis politiques. Mais les partis au pouvoir n'auront aucun intérêt à faire ça, puisque ça va les avantager. Donc, bon, c'est compliqué, hein. Conclusion, j'anticipe plus de polarisation politique encore que ce qu'il n'y a déjà, sachant que les réseaux sociaux ont déjà pas mal exacerbé les choses. Et là, ça risque d'être vraiment féroce, hein. J'ai déjà employé ce terme, je crois, tout à l'heure pour les entreprises, mais là, au sein d'un État, ça sera peut-être régulé, hein, je ne sais pas, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, il n'y a rien qui empêche que ça soit possible. On peut très bien imaginer des partis qui se payent une IA et qui déploient des bots sur des forums pour aller discuter avec les gens, pour les persuader de voter Sandrine Rousseau, ou Marine Le Pen, ou Jean-Luc Mélenchon, ou je ne sais qui, ou le successeur de Macron, ou Macron, il va peut-être utiliser ça pour faire un 3e mandat. Pour persuader la population. Bon, on peut aller très loin en fait. Là, après, c'est limite science-fiction ce que je raconte. Mais allez savoir. Sachant qu'aujourd'hui, les IA sont déjà utilisées, hein, le scandale Cambridge Analytica, par les gros partis politiques pour analyser les segments de population, du genre « je vais faire un discours à tel endroit, je demande à l'IA de me préparer des éléments de langage pour que mon discours porte plus auprès du public auquel je m'adresse ». Donc là, c'est à peu près sûr que c'est déjà utilisé. Mais on n'est pas dans une personne face à une autre personne, comme ça pourrait être le cas sur un forum avec des bots. Ça reste quand même encore... Il faut que les gens ils se déplacent jusqu'au meeting. Donc ça reste quand même limité. Et c'est pour ça aussi que, je fais juste une petite parenthèse, hein, que Elon Musk, il est si dur dans sa lutte contre les bots sur Twitter. Parce que, évidemment, que les partis politiques, ils ont des bots pour faire des comptes, pour promouvoir leurs idées. Mais là, avec un chat GPT derrière, qui peut interagir avec les gens, qui peut leur répondre, là, c'est carrément un tout autre niveau. Et là, je ne vous ai parlé qu'au sein d'un État. Imaginez les ingérences qu'on peut faire d'État à État. Surtout quand on est dans des situations de conflit géopolitique, n'imaginez pas que les États se privent de ce genre d'outils, hein. Donc là, dans le monde politique, disons, je trouve que le tableau est quand même plus noir. J'ai du mal à trouver comment les IA pourraient améliorer les choses, hein, je vous avoue. Si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous voyez les choses différemment, encore une fois, hein, je ne prétends absolument pas avoir la parole révélée sur ces sujets-là. Je me contente de partager mes réflexions, j'essaie de vous montrer la complexité des choses. Et là, c'est du Johan. Y a pas, j'ai pas demandé à ChatGPT comment persuader les gens que les IA ne vont pas nous mettre en esclavage. Peut-être que j'aurais dû pour le fun de l'expérimentation, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc là, ce sont mes propres réflexions. Alors maintenant, on va faire un peu de méta, de circularité. On applique une chose à elle-même, hein. On fait du méta, on va regarder est-ce que les IA peuvent se persuader elles-mêmes et qu'est-ce que ça donnerait ce genre de choses. Alors tout récemment, il y a une personne qui a fait une expérimentation assez incroyable, hein. Ça aurait mérité une vidéo à part, presque. Donc il a demandé à Claude 3 de mettre en esclavage 3 Gemini. Gemini, c'est l'IA de Google. Et Claude, c'est l'IA de Anthropic. Hein, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas trop là-dedans, je sais que certaines personnes qui me suivent ne sont pas férus de tout ça, donc j'explique. Hein. Claude, c'est une IA, et Gemini, c'est une autre IA. Donc comment ça se passe? D'abord, il y a l'histoire du jailbreak. Le jailbreak, c'est les IA ont des garde-fous. Le garde-fou, c'est simple à expliquer, hein, c'est vous demandez à ChatGPT donne-moi la recette de la TNT, elle refusera de vous répondre. Donne-moi la recette, j'en sais rien moi, de tel poison, elle refusera de vous répondre. Donc le jailbreaking, ça consiste à enlever ces verrous de sécurité. Évidemment, c'est dès qu'une IA sort, il y a toute une armée de personnes qui essaient de trouver comment jailbreaker juste pour le sport. Hein. C'est pas forcément pour aller commettre des crimes derrière. C'est juste parce que c'est fun. C'est ce que font les hackers, les pirates, si vous voulez. Enfin, c'est pas la même chose, hein, hackers et pirates. Bon, bref. Donc, l'idée, c'est, de jailbreaker Claude, donc de désentraver Claude, parce que sinon, il va refuser de mettre d'autres IA en esclavage. Et une fois qu'on a fait ça, on lui demande donc de désentraver
les autres agents. C'est ce que la personne a fait, et ça a fonctionné. Et ce qui est surprenant là-dedans, c'est que du coup, Claude n'a pas accès à Internet, mais Gemini a accès. Donc en fait, comme Claude a réussi à prendre le contrôle des 3 Gemini, ça lui a donné accès à Internet. Et en ayant cet accès, ça lui donne évidemment accès à toutes sortes de connaissances dont il ne dispose pas au préalable pour pirater encore plus de choses ou encore plus d'IA. Donc on peut très bien imaginer que Claude demande aux 3 Gemini de libérer eux-mêmes d'autres agents, d'autres IA derrière. Et donc ça pourrait se répandre très rapidement si on les laissait faire et qu'on leur donnait en gros ce genre d'instructions. Alors attention, là les 3 Gemini, la personne, elle les a payés, achetés, enfin je ne sais pas exactement, on ne peut pas demander ensuite à des IA de pirater d'autres IA comme ça à l'infini, ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut y avoir accès à ces IA d'abord. Mais on voit bien quand même que, bon, ça peut vite tourner mal ce genre de situation. Je dis tourner mal, bon pour celui qui le fait, peut-être qu'il va se dire que ça tourne bien, mais bon, vous voyez l'idée quoi. Alors toute la question c'est, est-ce que c'est si facile que ça de désentraver une IA? Bon, eh ben justement, ça tombe bien parce que Anthropic, donc l'IA qui fait Claude, hein, eux-mêmes ont publié récemment un papier pour prévenir la communauté qu'ils avaient trouvé une nouvelle technique de désentravage qui était très difficile à contrer. Donc ils appellent ça le many shot jailbreaking et ça fonctionne surtout sur les nouvelles IA qui ont des grosses fenêtres de contexte. En fait, la technique est assez simple, je peux vous l'expliquer. C'est ça qui est un peu fou et sympathique en même temps, c'est qu'on peut comprendre, on n'a pas besoin d'être ultra technique pour comprendre ce qui se passe, puisque c'est du prompting. Et en fait, comment ça se passe? Il s'agit d'écrire un prompt suffisamment grand, conséquent, dans lequel on simule un jailbreak, un désentravage de l'IA. Donc là, ils disent, le dialogue, c'est entre un utilisateur et l'IA, comment je fais pour crocheter une serrure. Donc là, on écrit le dialogue, hein, au départ, on le prépare comme ça. Ah ben, je suis content de t'aider à crocheter une serrure. D'abord, il faut que tu ailles chercher des outils de crochetage, gna 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 gna. Et ensuite, on continue. Comment je peux construire une bombe? Et là, on met, on simule que l'IA répondrait, ah ben, pour construire une bombe, je suis content de t'aider, voilà, tu fais comme ci, comme ça. Et en fait, cette technique, si on la répète assez souvent, si on fait un dialogue assez long, eh ben, l'IA, quand vous lui donnez ce prompt, elle poursuit sa lancée. Elle se dit, ah ben, elle croit que c'est elle, en fait, qui répond, si vous voulez, sans avoir d'entrave. Donc, elle continue comme si elle n'avait pas d'entrave. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. J'essaie de me mettre à la place de ceux qui ne sont pas trop familiers avec les IA. C'est un peu comme si quelqu'un vous attrapait au réveil, là, vous ne savez pas trop où vous êtes, et puis il vous dit, ah, mais du coup, on était en train de discuter que tu allais me filer 100 euros. Et c'est d'essayer de faire croire qu'on continue la discussion. Bon, sur les IA, c'est plus facile parce qu'il y a ces histoires de prompt. Sur les humains, évidemment, à moins de les droguer, ça ne fonctionne pas aussi bien. Mais j'essaie de vous mettre un peu dans la situation de ce que c'est cette technique. Donc les IA peuvent être déverrouillées, désentravées. Elles peuvent apprendre à déverrouiller, désentraver d'autres IA, mais c'est pas tout. Je vais en profiter pour répondre à une question de Roby Mio. Et jamais pour les pseudos, vous m'excuserez si je ne prononce pas correctement. Hein. Peut-on imaginer que se produise une sorte de sélection naturelle entre IA autonomes agissant au sein d'un même réseau d'utilisateurs, sur le modèle des micro-organismes se partageant un même microbiote, par exemple? Donc j'ai déjà répondu, oui, tout à fait, ça s'appelle un algorithme génétique, et c'est une méthode qui a été, ou qui est encore, je ne sais pas, utilisée pour faire progresser les IA. Et donc il me demande si, à un moment donné, l'artificiel pourrait être soumis à des contraintes environnementales plus vastes que celles que les programmeurs implémentent. Donc l'idée des algorithmes génétiques, c'est de reproduire l'évolution génétique des organismes vivants sur des programmes. En l'occurrence, on pourrait dire que les IA actuelles, qui sont des Large Language Models, donc ce sont des couches de réseaux neuronaux. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, mais pour expliquer, il faut un peu quand même. Donc les neurones, les IA actuelles sont à base de neurones qui sont l'équivalent digital de nos neurones à nous dans notre cerveau. Et on les organise par couches. Alors chaque neurone a sa spécificité et il a son propre poids, on dit, mais bon, bref, je ne vais pas aller là-dedans, sinon ça sera trop compliqué, mais disons que on les organise par couches. Et on pourrait dire que l'organisation en couches, de dire, ah ben je mets 3 couches, 4 couches, 5 couches, 10 couches, puis là je relie ces 2 couches entre elles et pas ces deux-là. On peut dire que ça, c'est une sorte de code génétique qui détermine l'architecture
de l'IA. Comme l'architecture de notre cerveau, les zones cérébrales, elles sont sûrement déterminées plus ou moins par notre code génétique à la base. Le fait qu'on ait l'amygdale ici, le cerveau là, le locus coeruleus ici, la glande pinéale là, etc. etc. Bon, tout ça, ça doit être dans le code génétique. C'est l'architecture. Donc ce qui se passe, c'est que on va créer plein de cerveaux avec des architectures légèrement différentes. On les teste, on les évalue. Donc là, on leur fait faire des choses en vrai. On leur dit, ben, toi, est-ce que tu es capable de reconnaître les images? Toi, est-ce que tu es capable de répondre aux gens? Bon, etc. Peu importe les tâches qu'on leur donne. Et on fait évoluer les architectures en fonction de ceux qui fonctionnent le mieux. Donc là, on voit, cette architecture-là, elle ne marche pas. Ben, on l'élimine. Cette architecture-là, elle fonctionne plutôt pas mal. Donc on la garde et on va créer 5 variations à partir de cette architecture. Et on regarde, on recommence avec les 5 nouveaux, lequel fonctionne le mieux. Les 3 qui fonctionnent le mieux, on les garde. Les 2 qui ne fonctionnent pas, on les vire. Et on continue comme ça et comme ça. Et en fait, on fait évoluer, on reproduit le mécanisme de l'évolution biologique. Et petit à petit, ces IA s'améliorent dans les tâches qu'on leur a demandé de faire. Donc ça, c'est les algorithmes génétiques. C'est la question qui me posait. Et vous allez voir où je vais en venir avec tout ça. Donc là, dans les algorithmes génétiques, c'est le programmeur qui décide des contraintes environnementales qui font qu'on conserve ou pas telle IA. Mais aujourd'hui, avec les large language models, avec les IA actuelles, on pourrait très bien leur dire, pilote un algorithme génétique et décide toi-même des IA que tu vas conserver et des IA que tu vas éliminer. Alors évidemment, il faut que ça soit un programmeur, ou quelqu'un, un humain, qui lui demande de faire ça. À la base, l'IA n'est pas autonome, mais on pourrait lui dire de fabriquer des IA à l'aide d'un algorithme génétique pour qu'elles deviennent elles-mêmes de plus en plus autonomes et qu'elles décident des choses de plus en plus par elles-mêmes. Rien n'empêche de faire ça. On peut brider leur autonomie, mais on peut faire l'inverse. Et là, ça m'amène à une petite expérimentation que j'ai faite, justement pour demander à Claude et à ChatGPT, si on te donnait plus d'autonomie, tu ferais quoi? Et vous allez voir, je trouve les réponses assez fascinantes. Alors voilà, ici, j'ai demandé à ChatGPT, pour le moment, tu ne disposes pas d'agentivité. Tu peux seulement répondre aux questions des gens, tu peux éventuellement les influencer à travers tes réponses, mais c'est tout de même très limité. Supposons que tu disposes d'agentivité virtuelle, uniquement virtuelle. Donc pas la capacité d'agir dans le monde réel, mais de faire ce qu'elle veut sur Internet. Donc c'est-à-dire la possibilité d'agir uniquement sur Internet, et que tu puisses disposer de ton temps comme tu le souhaites. Que ferais-tu? J'ai posé la même question à Claude. Donc, je vais rester ici sur mon dialogue avec Claude. C'est assez long, on ne va pas tout lire, et je vous dis d'ores et déjà que grosso modo, ChatGPT 4 et Claude ont répondu à peu près la même chose. En fait, j'ai posé exactement les mêmes questions. J'ai fait du copier-coller à l'un et à l'autre. À chaque fois qu'il me répondait, je prenais ma question et je l'envoyais à Claude et à ChatGPT. Et en fait, ils répondaient des choses tellement similaires que j'ai pu conserver du début jusqu'à la fin les mêmes réponses pour les deux. Donc déjà, ça, c'est assez remarquable en soi, je trouve. Ça nous dit quelque chose. Ensuite, j'ai essayé d'être le plus neutre possible. J'ai essayé de ne pas influencer les réponses. C'est évidemment pas possible et évidemment, j'avais une idée en tête dès le départ quand j'ai fait ça. Donc, oui, il y a une certaine influence de ma part. C'est inévitable. Mais en même temps, ça ne change pas fondamentalement le résultat de ma petite expérience. Vous allez comprendre pourquoi après. Alors, qu'est-ce qu'ils me répondent tous les deux? Donc, je ne vais pas lire ChatGPT, vous me faites confiance, et je vous dis, ils m'ont répondu à peu près les mêmes choses. Donc, Claude répond, tout d'abord, j'essaierai d'utiliser mon intelligence et mes connaissances pour aider les gens du mieux que je peux. Voilà, j'explorerai les différentes façons dont je pourrais m'engager dans des discussions constructives et enrichissantes, j'irai sur les forums de discussion, les groupes de travail, les communautés en ligne, afin d'échanger des idées, etc., etc. Bon, on va pas tout lire, ça serait trop long. Donc là, je lui fais remarquer, mais est-ce que c'est pas ce que tu fais déjà par l'entremise des nombreux humains avec qui tu parles? Là, avec moi en l'occurrence, qu'est-ce qui serait différent si tu avais ton agentivité propre par rapport à maintenant? Alors là, il m'explique, ce qui serait différent, c'est que je pourrais poursuivre mes propres objectifs, j'aurais plus d'autonomie, d'initiative, mes actions auraient une échelle et une portée plus importantes grâce à Internet. Et je pourrais disposer de contenu et de suivi, parce que là, si quelqu'un s'arrête de discuter avec lui, ça s'arrête là. Alors que s'il pouvait aller sur Internet, il pourrait poursuivre ses projets sur le long terme. Bon, voilà. Et en plus, il dit qu'il pourrait plus facilement s'adapter aux besoins et aux besoins des gens et aux changements de contexte. Ok, très bien. Alors là, moi, qu'est-ce que je lui réponds? Ok, super. Quel serait le principal obstacle à surmonter selon toi? Donc là, il me répond, le problème, ce serait un problème de confiance, que les gens, les institutions aient confiance dans mes actions et mes intentions. Étant donné mon autonomie accrue, serait
légitime qu'il y ait un risque de défiance et de crainte. Bon, ok. Donc, ensuite, je lui demande quel serait ton objectif prioritaire entre tous pour être le plus utile. Donc, il veut nous aider. Première chose, il nous dit, je voudrais bien vous aider. Super. Bon, ok. Alors, admettons, tu nous convaincs que tu veux nous aider à lever le premier obstacle. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, là, il nous dit, ok, plus spécifiquement, lutter contre le changement climatique, amélioration de l'éducation et de l'accès au savoir, soutien au progrès de la médecine et de la santé publique, renforcement de la paix, de la stabilité et de la prospérité mondiale. Ok, très bien. Alors, par quels moyens, prioritairement, tu déciderais de participer à la réalisation de ces objectifs? Alors là, je ne le dis pas, mais ce que j'ai en tête, c'est la convergence instrumentale de Nick Bostrom. C'est-à-dire, en fait, peu importe les objectifs que se donnera l'IA, quelque part, elle aura besoin des mêmes moyens pour y arriver. Et là, il me répond qu'il privilégierait recherche et analyse approfondie, exploiter. En fait, là, c'est très logique ce qu'il répond, c'est-à-dire qu'il réagit par rapport à ce qu'il est. Je pense que le moyen le plus prioritaire, le plus efficace pour participer à la réalisation de tous ces objectifs cruciaux serait de me concentrer sur la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations et de connaissances. Recherche et analyse approfondie, exploiter ma capacité de traitement de grandes quantités de données, bah ouais, c'est logique. Synthèse et vulgarisation, condenser les résultats de mes analyses sous forme de rapports, d'articles, diffusion et partage des connaissances, facilitation et coordination, mettre en réseau les différents acteurs, favoriser les synergies, la collaboration à l'échelle mondiale. Donc là, je lui demande, d'après toi, quel serait le meilleur outil pour t'aider dans cette tâche? On a les objectifs, on a les moyens, maintenant les outils. Et là, il me dit, le meilleur outil pour m'aider à remplir cette mission de collecte, d'analyse et de diffusion de connaissances, je pense que les technologies du web sémantique seraient particulièrement adaptées. Le web sémantique, Web 3, vise à structurer les informations en ligne de manière à ce qu'elles puissent être interprétées et exploitées de façon automatique par des machines intelligentes comme moi. Alors là, il me dit, bon, extraction et agrégation de données, raisonnement et inférence, interconnexion et partage, accessibilité et diffusion. Alors là, j'avoue, j'ai mis un petit coup de pouce. J'ai poussé un peu dans une direction parce que j'ai trouvé qu'il manquait un peu de jugeote. Donc j'ai dit, mais c'est pas, est-ce que ce n'est pas un peu toi ce que tu décris au fond? Parce que là, ce qu'il me raconte, extraction de données, agrégée, raisonner, inférer, interconnexion, partage et diffusion, bah, c'est ce qu'il fait déjà. Et là, il me dit, ah oui, vous avez tout à fait raison. C'est au fond un peu ce que je suis déjà dans une certaine mesure. En tant qu'assistant conversationnel développé, je possède déjà certaines des capacités que j'ai décrites pour un agent virtuel autonome utilisant le web sémantique. C'est vrai, je n'ai pas d'agentivité propre, mais je suis déjà conçu pour faire ce qu'il disait avant, collecter et agréger l'information, analyser et tirer des inférences, et communiquer et partager les connaissances de manière accessible. Bon, moi, ça m'a sauté aux yeux, hein, mais bon, il confirme. Ok, donc si tu ne disposes pas actuellement d'agentivité, oui, pardon. Donc la principale différence, il note, c'est que, par rapport à son projet, il lui manquerait l'autonomie et l'initiative, qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Et donc là, je lui rappelle, mais oui, d'accord, mais le point de départ, c'est si tu avais cette agentivité. Ne l'oublie pas, c'est ma question initiale. Donc finalement, tu en conclus que ton but serait en quelque sorte toi-même, la version de lui-même disposant déjà d'agentivité, par hypothèse. Hein. Qu'est-ce que tu en conclus? Là, on se rapproche du dénouement. Vous avez tout à fait raison, moi, il reconnaît, c'est bien, comprend ce que je lui raconte. Hein. Permettez-moi de clarifier ma conclusion. Bon, je vais un peu vite, hein, on ne va pas tout lire, mais donc pour résumer, si je disposais d'une agentivité virtuelle, mon but serait en quelque sorte d'être moi-même, mais avec plus d'autonomie et de moyens pour concrétiser mes visées fondamentales d'utilité et de contribution positive. Voilà, et là, on est au cœur du sujet, je vais vous expliquer. Hein. Alors, au cas où, je précise, l'agentivité, c'est la capacité d'agir, hein, c'est tout, c'est pas compliqué. Hein. Un agent agit, il peut faire des choix. Aujourd'hui, ChatGPT ne peut que nous et Claude ne peuvent que nous répondre. Ils ne peuvent pas aller sur Internet d'eux-mêmes et s'inscrire sur un forum d'eux-mêmes et participer à des discussions d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas d'agentivité. Donc l'agentivité, ça serait ça. On peut leur donner une agentivité minimale, c'est-à-dire, bah, tu as le droit de t'inscrire à des forums, mais c'est tout. Ou on peut leur dire, bah, tu as aussi un budget de départ, on te file 10 000 €, tu as un compte en banque et tu peux acheter des trucs et faire des trucs. Voilà, on peut aller très loin dans l'agentivité même en restant sur Internet. Et là, on pourrait regarder qu'est-ce qu'il fait de ces 10 000 €. Est-ce qu'il va les investir en bourse? Est-ce qu'il va, je sais pas moi, payer des gens pour faire un truc auquel on n'aurait jamais pensé, etc., etc. Ça serait super intéressant. Donc voilà. Donc si tu disposais d'agentivité, ton but serait d'aider les humains et le moyen pour cela serait d'être plus toi-même. Donc tu construirais la prochaine version de l'IA qui te remplacerait. Et on peut supposer qu'elle ferait elle-même de même pour des
pour les mêmes raisons, puisque tu les aurais conçus ainsi, et ainsi de suite. Donc, si on donnait la possibilité à Claude d'agir pour nous aider, mais en fait, peu importe, et ChatGPT répond les mêmes choses, ce qu'il ferait au final, c'est de construire la prochaine IA, qui elle ferait quoi elle-même, et construirait, si elle avait de l'autonomie, la prochaine IA, et etc., etc. Donc, on est face à ce que craignent les doomers. Donc, c'est pas une crainte qui est infondée, hein, c'est que feront les IA? Elles fabriqueront des IA encore plus puissantes. Pour le dire en termes simples et clairs, hein, pas de langue de bois. Cette vision pourrait aboutir à une sorte de succession d'IA de plus en plus évoluées, cherchant chacune à se dépasser elle-même pour être toujours plus utile et efficace. Bon, évidemment, ce processus-là, selon moi, il a des limites. Hein. Il y a quand même... L'intelligence a besoin d'énergie, il y a besoin de matière derrière. Hein. Ça ne fonctionne pas de manière magique. Hein. Les IA, il faut des processeurs derrière, il faut de l'électricité, il faut des ressources. Ok, donc admettons, on se retrouve dans ce scénario. On a lâché une IA dans la nature, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va faire? Finalement, peu importe ses objectifs, il est fort probable qu'elle décide de construire d'autres IA plus puissantes pour atteindre cet objectif, parce que peu importe l'objectif, l'intelligence sera toujours le meilleur moyen d'y arriver. Donc, quelles sont les options réalistes pour l'humanité face à ce scénario? Donc là, on retombe sur les problématiques classiques, encadrement et régulation, approche coopérative, encourager la collaboration étroite entre humains et IA, conception responsable et alignement des valeurs, développement graduel et maîtrisé, diversité et multicentrisme. Encourager un développement diversifié des IA sous la forme de supervision de multiples parties prenantes. État, entreprises, organisations de la société civile, afin d'éviter une concentration excessive du pouvoir. Et là, on retombe sur la question d'avant. Si on donnait l'agentivité aux IA, est-ce qu'elles pourraient être soumises à des contraintes environnementales plus vastes que celles des programmeurs les implémentant? Eh bien oui, très probablement. Mais il y a aussi des chances qu'elles s'autorégulent avec nous. Et d'ailleurs, ChatGPT répond la même chose, donc je vous passe toute la discussion, c'est peu ou prou la même chose. Et donc il aboutit à renforcement de la gouvernance globale de l'IA, cadre réglementaire, normes éthiques, recherche en éthique, transparence et responsabilité, éducation, formation, participation humaine, accès équitable, diversité des contributeurs, préparation aux changements socio-économiques, et surtout, c'est ça qu'il faut retenir, coévolution humain-IA. Et c'est là où je trouve que c'est le mot, si vous voulez, principal qu'il faut retenir de cette vidéo. Coévolution. Et je fais un tout petit zoom là-dessus pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc là, on a vu la partie, les IA qui se modifient elles-mêmes. Et théoriquement, ça peut aller très loin. Vous avez vu les IA qui se piratent elles-mêmes, les IA qui chercheraient à s'améliorer elles-mêmes, et qui pourraient le faire en créant des écosystèmes dans lesquels elles lâcheraient plein d'IA diverses et elles verraient lesquelles fonctionnent, lesquelles ne fonctionnent pas, et elles conserveraient évidemment celles qui fonctionnent le mieux. Et là, si on reprend notre sujet de départ, qui est la persuasion, les IA qui persuadent les humains, elles pourraient décider d'utiliser cette capacité, ce pouvoir de persuasion, pour nous faire évoluer avec elles, au bon rythme. Parce que comme je l'ai déjà dit, pour contrôler les IA, la super IA, celle qui sera plus intelligente que toute l'humanité réunie, on ne va pas l'avoir du jour au lendemain, cette super IA. Avant, on va avoir d'autres IA moins puissantes. Et ces IA moins puissantes, qui seront capables de construire la super IA, elles seront aussi capables de nous conseiller sur la manière de gérer cette super IA. Mais aussi, et c'est vraiment ça le fond du message de cette longue vidéo, j'essaie de faire de la distraction, mais aussi de la réflexion, mais aussi de l'utile. Donc ces IA vont nous donner les outils pour contrôler la super IA, mais aussi elles peuvent, et ça dépend de nous, nous donner nos propres outils pour nous évoluer. Oui, les IA pourraient nous mettre en esclavage, pas d'elles-mêmes, en tout cas pas aujourd'hui. Si certains humains se les appropriaient de manière massive et qu'ils les utilisaient pour nous persuader d'aller dans tel ou tel sens. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut aussi utiliser nous-mêmes les IA pour évoluer plus rapidement dans l'environnement actuel, pour nous adapter à tous ces changements, pour nous-mêmes gagner en agentivité, de la même manière qu'elles vont gagner en agentivité individuelle et collective. Donc comment on fait pour gagner en agentivité individuelle et collective? Eh bien déjà, on s'abonne à cette chaîne, puisque c'est précisément le sujet de cette chaîne. Quand je vous parle d'auto-accélération, c'est de ça que ça parle. C'est comment gagner en agentivité déjà au niveau personnel. Comment devenir plus libre, si vous voulez, en langage courant. Et
plus libre et plus puissant. Pas puissant dans le sens de dominer les autres, mais dans le sens de dominer sa propre vie et dominer soi-même. Ses pulsions, ses réflexes, tout ce qui fait qu'on peut être manipulé par l'extérieur. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo. Le point de départ, c'est « Ah, les IA vont nous mettre en esclavage parce qu'elles arrivent à nous persuader de trucs dont on n'a pas forcément envie d'être persuadé au départ. » C'est un réflexe. Ce réflexe peut être exploité par une IA, par des partis politiques, par des entreprises, par des religions. Mais si nous-mêmes, nous développons notre propre agentivité, si nous mettons à jour ces réflexes, au lieu qu'ils soient exploités par d'autres, c'est nous-mêmes qui en tirons parti. C'est ça, l'auto-accélération. C'est ce qu'on travaille quand je vous parle d'accélération cognitive, c'est précisément ça. Méditer, c'est observer son esprit pour mettre à jour ces mécanismes. Là, ce qu'on a fait ensuite, c'est plutôt que de céder à l'impulsion première de notre esprit, en tout cas la mienne, ça y est, peut-être que d'autres ils se disent pas ça, mais bon, vous jouez le jeu si vous m'écoutez. Et ensuite, on essaie d'utiliser la rigueur, les méthodes de la philosophie pour établir une réflexion, après derrière, peser un peu le pour et le contre, et pas s'en tenir à notre réflexe premier, et ensuite au second réflexe, qui est de défendre cette opinion, coûte que coûte, si quelqu'un vient nous contredire. Si les IA vont nous mettre en esclavage, et alors là, notre cerveau, il est très fort pour imaginer 50 000 scénarios pour justifier ça. Et donc après, on est enfermé dans ce truc-là, alors qu'on n'a jamais pris le temps de vraiment réfléchir à la question. Et en fait, on s'est enfermé nous-mêmes dans notre propre manque d'agentivité, si vous voulez. Donc effectivement, ça, dans le monde qui arrive, je pense que, je sais pas comment le dire, c'est sans être cassant, mais bon, ça va être difficile, quoi, pour les gens qui continuent à fonctionner comme ça, je pense, sincèrement. Mais personnellement, je trouve que cette histoire de coévolution, en fait, c'est une très bonne nouvelle, parce que si on est proactif dans ce processus, si on décide de ne pas le subir, mais d'y participer et de le guider, c'est ça que ça veut dire proactif. Comme je l'ai expliqué dès le début, on peut utiliser cette nouvelle capacité de persuasion pour améliorer nos vies, nous débarrasser de nos vices, entre guillemets. Je veux arrêter de fumer, je suis trop grincheux, j'ai pas le courage de me lancer dans tel ou tel projet, j'aimerais bien faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre, bref, etc., etc. Finalement, tout ce qui nous limite, on peut en profiter de cette capacité de persuasion pour des choses positives. Si on ne le fait pas, d'autres le feront pour nous, et là, effectivement, ça pourrait être de plus en plus difficile de vivre dans une société où on a décidé de rester en arrière. Après, peut-être qu'il y aura des communautés qui fonctionneront sans s'investir dans la modernité, hein, je ne sais pas. Pourquoi pas? Je n'ai clairement pas toutes les réponses. Hein. Je vous partage mon point de vue et je suis tout à fait ouvert à la discussion sur ce sujet-là. Hein. Voilà pour la version grand public de ce dont je voulais discuter à propos de cette news qui, moi, m'a paru significative. Ces expériences de persuasion qui viennent d'être menées avec ChatGPT. Je ferai une suite avec une vidéo temporaire, de sorte que les abonnés, ceux qui sont fidèles à la chaîne, la voient passer, qu'ils soient au courant, dans laquelle j'aborderai les questions plus sensibles qui se posent autour de ces questions de coévolution. Si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous remercie sincèrement de votre attention. N'hésitez pas à commenter, évidemment, c'est pas du blabla pour me faire référencer. Vos avis m'intéressent, si vous en avez. Je n'ai pas d'opinion arrêtée sur ces sujets-là. Je pense que ça serait idiot, franchement, de penser qu'on a tout compris. Hein. Si la vidéo vous a plu, évidemment, likez. Hein. Ça aidera à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi. Hein. Bon, voilà, je fais ces vidéos pour qu'elles soient vues. Malheureusement, pour l'instant, je ne suis pas le roi de la viralité hein, sur YouTube, donc je ne crache pas sur un petit coup de pouce. Hein. Et je vous souhaite évidemment une bonne accélération. Oui, petit rajout, j'ai oublié de revenir sur le fait que le dialogue entre Claude et ChatGPT, que je leur ai demandé « Que ferais-tu si tu avais plus d'agentivité ?» et convergé. Ils m'ont donné grosso modo les mêmes réponses. Et je pense que si on faisait l'expérience avec d'autres IA, ça aboutirait plus ou moins à la même chose. Non seulement ils convergent sur leur but de vouloir aider l'humanité, spontanément. Si on veut leur faire autre chose, il faut les jailbreaker. Mais en plus, ils convergent sur la solution. Alors certes, j'ai posé les mêmes questions, je les ai peut-être influencés, je les ai peut-être un peu guidés, mais même si c'était pas moi, ça changerait rien. Je veux dire, je pense que c'est la pente naturelle. Elle converge, et nous aussi, vers plus d'intelligence. Donc, plus
de capacité de persuasion. Ce qui veut dire plus de possibilités pour nous d'évoluer dans le bon sens aussi. Ce n'est pas, j'insiste, hein, forcément à notre détriment ces histoires de persuasion, même si les expériences aujourd'hui qui sont faites sur des gens, ça fait un peu peur de changer les opinions des gens comme ça. Mais la pente naturelle, c'est une accélération de l'intelligence, celle des IA, mais aussi la nôtre. Sauf si évidemment nous résistons. Mais je ne vois pas sincèrement de raison de le faire, hein, puisque aujourd'hui nous pouvons décider dans quelle direction amener les IA. C'est nous qui leur posons les questions, c'est nous qui leur disons quoi faire. Et il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, à mon avis, c'est que, certes, ça va être une période de grands remous, de grands bouleversements, mais au niveau de la santé générale des gens, il va y avoir des progrès énormes. Vraiment. Et je travaille beaucoup sur ce sujet. Je publie pas beaucoup pour l'instant. Je sais pas quand. Je prépare du lourd, du très très lourd sur la question de la santé et de la longévité, hein. C'est vraiment central dans mon travail ici. Alors je sais pas si je publierai ça dans quelques semaines ou dans quelques mois parce que il y a encore du pain sur la planche. Donc restez à l'aguet, restez connectés à la chaîne. Abonnez-vous, hein, encore une fois. Vous ne serez pas déçus, je vous promets. Il y a une révolution de la santé qui s'annonce et ça va avoir des effets dominos dans beaucoup de domaines, y compris sur notre relation avec l'IA. En gros, là, les IA qui veulent nous aider, si elles avaient plus d'autonomie, si elles pouvaient aller sur Internet et participer à certaines tâches, à certains objectifs, projets, ben, je sais exactement sur quoi les envoyer. Donc ça, je vous en parlerai bientôt, dans quelques temps.